Mes parents ont exigé que j'arrête l'université pour ma sœur. J'ai refusé et ils m'ont retiré de leur vie. Mes parents m'avaient demandé de mettre mes études universitaires en pause pour ne pas blesser ma sœur. Pas pour toujours, disait-il, juste un semestre, peut-être un an, jusqu'à ce qu'elle se sente mieux. J'ai refusé. Et à partir de ce jour, ils ont cessé de me traiter comme un membre de la famille. Des années plus tard, ils ont dit qu'ils voulaient arranger les choses. Je voulais les croire, mais quand Valeria a eu des problèmes à nouveau, ils m'ont demandé une fois de plus d'être celle qui se mettrait de côté. Je venais de terminer la 3e année de ma licence à Publa. Mon plan était de travailler tout l'été au café où j'étais depuis la première année et d'économiser de l'argent avant de retourner à l'école. Ma licence durait 4 ans, donc j'étais déjà proche de la fin. La bourse couvrait les frais de scolarité, mais pas le loyer, la nourriture, le transport ou le matériel. Entre le salaire et les pourboires, j'arrivais à peine à joindre les deux bouts si je ne dépassais pas mon budget. Mes parents m'avaient clairement fait comprendre avant que j'entre à l'université que les économies de la famille étaient pour Valeria, ma sœur cadette. Pas pour moi. L'argent n'était jamais abondant chez moi, mais quand il s'agissait de Valeria, il y avait toujours un moyen de résoudre le problème, alors j'ai fait ce que je pouvais. J'ai étudié, demandé des lettres de recommandation, rempli des candidatures, passé des entretiens et obtenu une bourse complète. Je ne l'ai pas vécu comme quelque chose d'héroïque. La plupart du temps, j'étais juste fatiguée. Ce matin-là, je comptais les pourboires du premier service quand j'ai vu le nom de ma mère apparaître sur l'écran. Patricia me manquait. Nous nous parlions 1 ou 2 fois par an, si nous avions de la chance. Chez moi, Valeria avait toujours été celle qui avait besoin d'aide, de patience ou d'une seconde chance. Elle portait de nouveaux vêtements tandis que je portais ce qu'une cousine avait laissé. Elle a eu une voiture presque neuve à 18 ans. J'ai eu des camions, des camionnettes et le métro. Ils ont refait sa chambre. La mienne est restée des années avec les murs verts ternes que je n'ai jamais aimés. J'ai répondu, ma main sentant encore le café. Regina, j'ai besoin que tu viennes à la maison cet été, a dit ma mère. Elle n'a même pas demandé comment j'allais. Je ne peux pas, maman. J'ai déjà un travail. J'ai besoin de l'argent. C'est important. Nous avons vraiment besoin que tu viennes. Cela m'a fait lever la tête. Mes parents n'avaient presque jamais besoin de moi pour quoi que ce soit. C'était à ça que servait Valeria, la fille dont il prenait soin de toutes les manières, même si chacun de ses problèmes finissait par être transmis à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est malade? Nous t'expliquerons quand tu arriveras. S'il te plaît, Regina, viens ici. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix. Fatigue, inquiétude, je ne sais pas. Cela a piqué ma curiosité, bien que j'ai du mal à l'admettre, m'a aussi donné un peu d'espoir. J'ai pensé que peut-être ils voulaient me voir, peut-être qu'ils s'étaient souvenus qu'ils avaient aussi une autre fille, alors j'ai dit oui. Je suis partie après le service du matin avec mon sac à dos à moitié rempli et la tête pleine de doutes. Entre le ramassage de mes affaires, l'attente du bus, le départ de Publa, l'arrivée à Centrale del Norte et le trajet vers Tlalnepantla, près de 4 heures se sont écoulées. Ce n'était pas l'heure de pointe, mais il y avait déjà du trafic en sortie. Au moment où je suis arrivée, il se faisait tard. Il faisait chaud. Ces jours sombres où il semble qu'il va pleuvoir, mais il ne pleut pas. En chemin, je me suis souvenu de la remise des diplômes de Valeria le mois précédent. Il ne m'avait pas invité, même si j'avais demandé à ma mère s'il voulait que je vienne. Elle va faire quelque chose de petit, juste pour la famille, m'avait-elle dit. Et je n'ai plus insisté. Ça m'a fait mal, mais ça ne m'a pas surprise. Avec le temps, j'ai compris que quand il disait famille, souvent il ne me comptait pas. J'ai aussi pensé à de vieilles choses. Valeria brisant le vase préféré de ma mère et disant que je l'avais poussé. Valeria a raté le test pratique de conduite plusieurs fois et mon père m'a blâmé parce que je n'avais même pas de voiture pour lui apprendre. Mais ce qui me pesait le plus était ma remise de diplôme du lycée. Ce jour-là, Valeria avait un spectacle de danse. Mes parents sont allés la voir. J'ai quitté la cérémonie, j'ai vu d'autres familles serrer leurs enfants dans leurs bras, puis je suis partie seule. Cette nuit-là,
ils m'ont dit qu'ils me dédommageraient plus tard. Cela n'est jamais arrivé. Même ainsi, cet appel sonnait différemment. Peut-être que Valeria avait fait quelque chose de grave. Peut-être que mes parents voulaient s'excuser. Peut-être que quelqu'un était malade. Quand je suis arrivée à la maison de Tlalnepantla, la rue était toujours la même. Façade fatiguée, bancs cassés, minibus passant sur l'avenue voisine. J'ai frappé à la porte. J'avais l'habitude d'entrer sans prévenir, mais cela faisait presque 1 an depuis ma dernière visite et je ne savais plus si j'étais toujours la bienvenue. Mon père, Roberto, a ouvert avec un sourire. C'était déjà étrange. Je suis entrée et j'ai senti la tension dans la pièce. Valeria était assise sur le canapé, les yeux rouges. Ma mère faisait les 100 pas. Mon père a fermé la porte lentement. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé, en laissant mon sac à dos près de l'entrée. Mes parents se sont regardés. Il était clair qu'ils en avaient déjà discuté avant mon arrivée. Nous le verrons au dîner, a dit mon père. Tu as faim? Ta mère a préparé des enchiladas vertes. Cela aurait dû m'alerter. Ma mère ne préparait presque jamais mon plat préféré. Celui de Valeria, oui, le mien, seulement quand cela l'arrangeait. Mais j'étais fatiguée, j'avais faim, et je voulais encore croire que cette fois-ci était différente. Nous nous sommes assis pour dîner comme si nous étions une famille normale. Valeria a à peine touché la nourriture. Ma mère la regardait tout le temps. Mon père mangeait lentement. Sérieux, tout semblait préparé. J'ai finalement dit, quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe? Ma mère a posé sa fourchette, a regardé mon père, et il a acquiescé. Eh bien, elle a commencé, tu sais que Valeria a déjà obtenu son diplôme de lycée. Oui, ai-je dit. Félicitations. Valeria n'a pas répondu. Le problème, a continué mon père, c'est qu'elle a eu des difficultés avec l'université. Attends. Quelles difficultés? Ma mère a dit qu'elle n'avait pas les notes requises pour la bourse qu'elle voulait et a refusé de considérer d'autres options. Valeria a levé la tête avec agacement. Ce n'était pas le cas. Ils ont des exigences absurdes. J'ai serré la mâchoire. Valeria venait de terminer le lycée. Je me suis souvenu quand ma mère m'a appelé lors de ma première année d'université parce que Valeria échouait à 3 matières. Ils ont payé des services de régularisation et de consultation. J'ai toujours soupçonné que mon père avait parlé à plus d'un professeur pour obtenir la permission de rendre les choses en retard. Pourrais-tu essayer une autre université, ai-je demandé prudemment. Ou chercher un autre programme? Valeria m'a regardé comme si je l'avais insulté. Je ne veux pas aller dans n'importe quelle école, juste pour y aller. Là, j'ai reconnu la Valeria que j'ai toujours connue, celle qui pouvait dire quelque chose de blessant et ensuite pleurer parce que cela la faisait se sentir mal. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi, ai-je demandé. Je suis désolée que tu traverses cela, Valeria, mais je ne comprends pas pourquoi ils m'ont fait venir ici. Mes parents se sont regardés à nouveau. Ma mère a pris une profonde inspiration. Valeria est très malade. Elle voit un psychologue. Le psychologue dit qu'elle se compare beaucoup à toi, qu'elle a l'impression d'être en retard. Avec moi. Tu es déjà à l'université, a dit mon père. Tu es déjà bien avancé. Elle a l'impression d'avoir échoué. J'ai regardé les trois. Valeria a baissé les yeux vers son assiette. Je ne comprends toujours pas ce qu'ils attendent de moi, ai-je dit. Ma mère a parlé plus lentement. Le psychologue n'a pas dit cela, mais ton père et moi avons pensé que tu pourrais prendre un semestre de congé, réduire ta charge de travail, et faire une pause. J'ai cru que je n'avais pas compris. Mettre l'université en pause. Ne la quitte pas, a dit mon père rapidement. Prends juste un peu de temps. Tout ce qu'il faut pour que Valeria se sente à l'aise et n'ait pas l'impression d'être en compétition avec toi. Je suis restée silencieuse. J'ai attendu que quelqu'un réalise ce que je venais de dire. Personne ne l'a fait. Valeria a même acquiescé. Vous vous écoutez, ai-je demandé. Regina. Ne le vois pas comme une punition, a dit ma mère. C'est ta sœur, c'est la famille.
Il me demande de mettre ma carrière en suspens parce que Valeria est contrariée que je continue d'étudier. Juste un semestre, a insisté mon père. Je suis boursière, ai-je dit, en essayant de ne pas élever la voix. Bourse complète. Il ne s'agit pas d'arrêter quelques mois et de revenir comme si de rien n'était. Si je pars ou télécharge du matériel sans autorisation, je risque de la perdre. Nous savons que ce serait un sacrifice, a dit ma mère. Ce n'est pas un sacrifice, c'est jeter ce que j'ai travaillé si dur pour construire. Pendant que vous économisiez de l'argent pour Valeria, je cherchais des moyens de payer ma vie. Pendant qu'elle sortait, j'étudiais et travaillais. Valeria a finalement parlé. Tu fais toujours croire que tu es meilleur que tout le monde. Je ne dis pas que c'est mieux, je dis que j'ai dû me débrouiller seule. Regardez, papa. Quand j'avais 17 ans, ils m'ont dit qu'ils n'allaient pas payer mes études universitaires. Ça m'a fait mal, mais je l'ai accepté. J'ai eu une bourse et un emploi. Et maintenant ils veulent que je risque tout pour ça. C'est ta sœur, a dit mon père. Et je suis aussi sa fille. La table est restée silencieuse. Valeria a commencé à pleurer plus fort. C'est exactement ce que je dis, a-t-elle murmuré. Je me sens horrible et tout ce dont tu parles, c'est de toi. Te soutenir ne peut pas signifier que je ruine ma carrière. Tu ne ruines rien, a dit ma mère. Tu ne penses qu'à quelqu'un d'autre. J'ai laissé échapper un rire bref et nerveux. Quand avez-vous déjà pensé à moi? Quand m'avez-vous déjà demandé ce que je voulais? Nous te le demandons en ce moment, a dit mon père. Non, vous avez déjà décidé ce que vous voulez. Vous attendez que j'obéisse. Je me suis levée. Mon visage était chaud et mes mains tremblaient. J'ai besoin de réfléchir. Ma mère a pincé les lèvres. Regina, s'il te plaît, ne commence pas, et si je dis non, le visage de mon père change. Il est devenu sérieux d'une manière que je connaissais bien. Alors ne t'attends pas à ce que les choses restent les mêmes avec nous. Cela ne m'a pas surprise autant que cela aurait dû. Dans cette maison, la règle avait toujours été similaire. Si Valeria avait besoin de quelque chose, je devais m'adapter à elle. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne vais pas abandonner l'université. Valeria a pleuré davantage. Ma mère m'a regardé comme si j'avais fait quelque chose de cruel. Mon père a secoué la tête. Alors tu ferais mieux de partir, a-t-il dit. D'accord, ai-je répondu. Pars. Je suis montée dans ma chambre pour ranger mes affaires. Pendant que je mettais des vêtements dans mon sac à dos, j'entendais mes parents réconforter Valeria en bas. Comme toujours, j'étais la méchante pour ne pas lui avoir donné ce qu'elle voulait. En fermant mon sac à dos, je me suis souvenue de scènes du passé. Valeria voulant ma chambre, Valeria demandant mon argent après avoir crashé la voiture, mes parents me disant de comprendre, d'être mature, d'abandonner. J'ai quitté la maison sans regarder en arrière. Le terminal n'était pas proche, alors j'ai marché jusqu'à l'avenue principale et j'ai pris les transports en commun. J'ai fait le trajet de retour par étapes, du mieux que je pouvais, en utilisant les transports locaux, le métro, puis le bus. Il faisait nuit quand j'ai enfin pu respirer calmement. À chaque changement, je me suis un peu calmée, même si mes mains tremblaient encore. Mon téléphone vibrait avec des messages de ma mère. Je ne les ai pas lus. J'ai passé le reste de l'été à m'enfermer au travail. J'ai pris des quarts de travail supplémentaires, remplacé quiconque me le demandait, et travaillé des quarts doubles chaque fois que possible. Quand j'étais trop fatiguée, je pensais à la bourse et à mon père, me disant que si je n'obéissais pas, il n'y aurait peut-être plus de place pour moi. Je n'ai pas eu de leurs nouvelles pendant des semaines. Puis pendant des mois, pas un seul appel pour savoir comment j'allais, pas un seul message qui n'était pas une plainte, comme si en disant que je n'avais pas cessé d'exister, je suis retournée en cours avec une clarté que je n'avais pas avant. Si elle voulait s'en sortir, elle allait devoir le faire seule. Je me suis immergée complètement dans les derniers semestres. J'ai suivi des cours, accepté des projets, cherché des stages, parlé aux professeurs, et essayé de finir le mieux possible. Je n'avais plus l'énergie d'attendre quoi que ce soit de ma famille. Quand j'ai obtenu mon diplôme, il n'y avait personne de ma famille dans l'auditorium. Ça m'a fait mal, mais j'ai continué.
J'ai trouvé un emploi dans une entreprise du quartier del Val de Mexico, et j'ai accepté sans hésiter. Au début, je voyageais beaucoup jusqu'à ce que je puisse déménager. J'ai loué un studio intérieur à Benito Juárez. Il était petit, vieux, n'avait pas de parking, était mal éclairé et avait une cuisine où une seule personne pouvait à peine tenir. Ce n'était pas bon marché, mais comme c'était un intérieur et quelque peu négligé, je pouvais me le permettre si j'étais prudente avec chaque dépense. Cela me suffisait. Pour la première fois, personne ne me disait quoi faire de mon espace, ni comment ranger mes affaires. J'ai acheté une table d'occasion, un matelas décent et quelques rideaux simples. La première nuit, je me suis assise par terre. J'ai mangé ce qu'il y avait sur une assiette en plastique et j'ai ressenti une paix étrange. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Le travail me consumait. J'arrivais tôt et partais tard parce que je voulais prouver que je valais la peine d'avoir été embauchée. Après 6 mois, on m'a donné plus de responsabilités et une petite augmentation. Plus tard est venue une promotion. J'ai commencé à gagner mieux ma vie, même si j'étais toujours prudente avec l'argent. C'est là que j'ai rencontré Miguel du département marketing. Il était grand, brun et avait un sourire facile. Elle avait un rire qui apaisait la tension dans les réunions sans que personne ne s'en aperçoive. Au début, nous ne parlions qu'au bureau, puis nous avons commencé à manger ensemble. Puis, un vendredi, il m'a invité à dîner. Un soir, dans un petit restaurant italien à Narbart, il m'a demandé « Et ta famille ?» J'ai baissé les yeux vers l'assiette. « Nous ne sommes pas proches, ai-je dit. »« Je suis désolé, a-t-il répondu. Il ne m'a pas dit que la famille était la chose la plus importante, ni n'a essayé de me convaincre de pardonner à qui que ce soit. Il m'a juste laissé changer de sujet. Je l'ai remercié pour le peu que je pouvais dire. Les années passèrent ainsi. Le travail, mon département, Miguel. Une vie qui prenait progressivement forme. J'ai appris par Facebook que Valeria s'était mariée. Les photos sont apparues parce qu'une tante avait commenté une publication. Elle était là, dans une robe immense, entourée de toute la famille, avec ma mère et mon père souriant de chaque côté. Je n'étais pas invitée. Je n'ai pas été surprise non plus. J'ai fermé l'application et après quelques minutes, j'ai bloqué son profil. Je n'avais pas besoin de le voir. Plus tard, j'ai appris par des membres de ma famille que Valeria était allée vivre à Monterrey avec son mari, Adrian. Puis j'ai entendu dire qu'elle avait eu un fils, puis un autre avec très peu de différence d'âge. Je n'ai pas demandé. Mon oncle Javier était l'un des rares à me parler sans me mettre la pression, et même lui essayait de ne pas me donner de détails à moins que je ne les demande. Au moment où ma mère m'a rappelé, environ 4 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit à Tlalnepantla. C'était un mardi après-midi. J'ai vu le numéro et je suis restée immobile quelques secondes. Patricia, j'ai répondu parce que je ne savais toujours pas comment arrêter de le faire. D'accord, Regina. La voix de ma mère semblait plus basse. Je suis contente que tu aies répondu. Comment vas-tu? La question m'a prise au dépourvu. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que quelqu'un de ma famille m'avait demandé cela sans avoir besoin de quelque chose après. D'accord, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y eut un court silence. Ton père et moi y avons beaucoup réfléchi. Dit-elle. Nous n'avons pas bien fait les choses avec toi. Je sais que nous t'avons déçu. Je n'ai rien dit. Nous n'aurions pas dû te demander de quitter l'université. Nous n'aurions pas dû te chasser de la maison. Nous nous sommes trompés, Regina. Entendre cela a remué quelque chose en moi, mais cela m'a aussi mise en alerte. Et soudain, pourquoi Valeria vit-elle à Monterrey? Nous la voyons à peine. Les enfants sont là et je ne sais pas. Je suppose que nous avons réalisé que nous pourrions te perdre pour toujours aussi. Je ne savais pas quoi répondre. Pourrais-tu venir nous rendre visite, a-t-il demandé. Juste pour parler. Nous n'allons pas te faire pression. J'ai pensé raccrocher. J'y ai vraiment pensé. Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a arrêté. La culpabilité, la fatigue, peut-être les deux. Et il y avait aussi cette partie de moi qui, malgré tout, voulait toujours avoir des parents. J'y réfléchirai, lui ai-je dit.
Un mois plus tard, j'y suis allée, quittant mon appartement tôt avant que le trafic ne devienne dense. Même ainsi, traverser Tlalnepantla n'a jamais été aussi rapide. Je suis arrivée avant le déjeuner. La maison semblait la même, mais mes parents non. Ma mère m'a serré dans ses bras dès qu'elle a ouvert la porte. Elle m'a serré fort. « Tu es magnifique », a-t-elle dit, les yeux remplis de larmes. Mon père avait l'air plus vieux, avec de nouveaux cheveux gris et un visage fatigué. « Merci d'être venu », a-t-il dit. Nous nous sommes assis pour manger. Au début, tout était maladroit. Des questions simples, des silences, des regards sur nos assiettes. Puis mon père a pris une profonde inspiration. « Je ne sais même pas par où commencer », a-t-il dit. « Mais ta mère et moi savons que nous t'avons déçu. » Ma mère a essuyé ses yeux avec une serviette. « Nous t'avons toujours demandé de comprendre ta sœur, et nous n'avons pas vu ce que nous te faisions. » Je suis restée immobile. Je ne voulais pas pleurer là. « Cela ne peut pas être réparé avec un repas, » ai-je dit. « Nous savons, » a répondu mon père. « Nous ne nous attendons pas à ce que tu nous pardonnes aujourd'hui. Nous voulions juste commencer par le dire. » Rien n'a été résolu cet après-midi-là, mais pour la première fois, ils ont mentionné des choses précises. Ma remise de diplôme du lycée, l'argent pour l'université, la nuit où j'ai été virée. Ils n'ont pas dit « si nous t'avons fait te sentir mal ». Ils ont dit qu'ils avaient mal agi. C'était différent. Bien que cela n'ait rien effacé. Ils m'ont aussi parlé de Valeria. Elle avait déjà 2 jeunes enfants et vivait à Monterrey avec Adriane, qui travaillait dans une entreprise de technologie. « Ils vont bien », a dit ma mère. « Il gagne bien sa vie. Elle est avec les enfants. »« Excellent », ai-je répondu sans ressentir grand-chose. « Et toi ?» a demandé mon père. « Tu sors avec quelqu'un ?» Je leur ai parlé de Miguel, de mon travail, du département. Ils m'ont écouté, ont posé des questions et se sont souvenus de détails. Il était clair qu'ils faisaient un effort. Cela m'a plus troublé que toute plainte. Nous aimerions le rencontrer un jour, a dit ma mère. Quand tu veux, sans te mettre la pression. Je ne leur ai pas refait confiance du jour au lendemain. Pendant des mois, j'ai attendu que la condition cachée fasse surface, mais ils ne m'ont pas demandé d'argent, ils ne m'ont pas demandé d'appeler Valeria, ils ne se sont pas plaints de la distance. Mon père m'a appelé une fois juste pour me poser des questions sur une présentation de travail. Ma mère a commencé à me prévenir avant de m'inviter, sans tenir pour acquis que je viendrais. Dans ma famille, c'était déjà beaucoup. Puis j'ai commencé à leur rendre visite de temps en temps. Parfois j'y allais seule, d'autres fois avec Miguel. Mes parents semblaient différents. Ils me posaient des questions sur le travail, se souvenaient des choses que je leur disais et agissaient comme s'ils se souciaient vraiment de ce qui m'arrivait. Je n'ai pas oublié ce qui s'était passé auparavant, j'ai juste commencé à penser que peut-être les gens pouvaient changer un peu, même s'il était tard. La première fois que j'ai revu Valeria, c'était environ 1 an plus tard chez mes parents. Elle était en visite avec Adriane et les enfants. Les enfants étaient petits et agités. Valeria avait l'air épuisée, mais heureuse de montrer des photos de sa maison à Monterrey. Adriane a eu une autre promotion, m'a-t-elle dit. Nous pensons à déménager dans une plus grande maison. C'est super, ai-je dit. Elle m'a à peine parlé, juste assez pour ne pas paraître impolie devant tout le monde. Adriane semblait amicale, bien qu'il ait passé une bonne partie de la visite à répondre à des messages de travail. Tu devrais venir nous rendre visite, a dit Valeria alors que nous nous disions au revoir. Avons-nous de la place? Oui. On verra, ai-je répondu. Nous savions toutes les deux que ça n'allait pas arriver. Pendant presque 2 ans de plus, les choses sont restées calmes. J'ai vu mes parents assez régulièrement. Ils sont venus à mon appartement quelquefois. Miguel et moi avons déjeuné avec eux certains dimanches. Nous avons tous agi comme si le passé n'était plus si important, bien que je n'ai jamais complètement cessé de le voir. Miguel et moi étions ensemble depuis plusieurs années lorsque nous avons décidé de nous marier. Il n'y a pas eu de grande scène. Nous en avons parlé un soir dans la cuisine pendant que nous mangions de la soupe et qu'il pleuvait dehors. Nous avons parlé des prochaines années et avons réalisé que nous construisions déjà une vie ensemble.
La bague est venue plus tard. J'ai appelé ma mère le lendemain. Vraiment, a-t-elle dit avec une émotion sincère. Oh, Regina, quelle merveille. Nous voulons quelque chose de petit, simple, ce qui te rendra heureuse, chérie. Nous sommes si heureux pour vous deux. Nous avons commencé à faire des plans. Nous avons réservé un petit jardin à Coyoacán, choisi une date et tout réglé petit à petit. Ce n'était pas un mariage énorme ou somptueux, mais pour nous, c'était beaucoup. Nous avions déjà versé des acomptes pour le lieu, la nourriture, les photos et quelques fleurs. Comme le mariage tombait pendant la saison des pluies, le jardin comprenait une bâche. Les parents de Miguel étaient enthousiastes, et ses frères et sœurs aidaient avec des idées. Mon oncle Javier a appelé pour demander si je voulais qu'il me conduise à l'hôtel. J'ai dit oui, et tout allait bien jusqu'à une nuit, alors que j'écrivais des indications sur la table à manger, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Regina. J'ai besoin que tu viennes à la maison, a-t-elle dit sans me saluer. J'ai ressenti un vide dans mon estomac. Il y a des tons de voix que l'on n'oublie pas, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème avec Valeria. Je suis restée tenant le stylo. Quel genre de problème? Viens demain. C'est urgent. Après ces années de calme, je savais qu'ils allaient me demander quelque chose. Je ne savais pas ce que c'était, mais je le sentais. J'irai demain matin, ai-je répondu. Miguel voulait venir avec moi, mais je lui ai dit que je préférais y aller seule. Je lui ai demandé de continuer les préparatifs du mariage et que je lui raconterais à mon retour. Je ne voulais pas qu'il voie soudainement de quoi ma famille était capable. Je suis partie avant 7 heures, alors qu'il était encore possible d'avancer un peu, bien que traverser le nord de la ville n'ait jamais été rapide. J'étais dans une voiture de covoiturage, regardant par la fenêtre, passant en revue les possibilités, maladie, dette, quelque chose avec les enfants, quelque chose avec Adriane. Quand je suis entrée dans la maison, j'ai ressenti quelque chose de similaire à cette nuit à l'université. L'atmosphère était lourde, étouffée. Valeria était assise sur le canapé, les yeux gonflés. Les enfants jouaient avec des petites voitures dans un coin. Ils parlaient doucement, comme s'ils savaient déjà que ce n'était pas une bonne idée de faire du bruit ce jour-là. Ma mère était debout près de la fenêtre. Mon père était assis sur une chaise, les mains jointes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé, en laissant mon sac à côté d'une chaise. Valeria a levé les yeux. Elle avait cette expression blessée que je connaissais, mais elle semblait aussi effrayée. Adriane est partie, a-t-elle dit, il dit que les enfants ne sont pas les siens. Je me suis assise lentement. Qu'est-ce que tu veux dire par ils ne sont pas les tiens? Valeria a commencé à pleurer. Il a demandé un test ADN. D'abord, c'était une affaire privée, puis il a impliqué des avocats. Il dit qu'il le soupçonnait depuis longtemps parce qu'il ne lui ressemble pas, je l'ai regardé. Elle a baissé la tête. Alors, il y avait quelqu'un d'autre? Ce n'est pas si simple, a-t-elle répondu. Agacée, mais sa voix est sortie basse. Regina, s'il te plaît, a dit ma mère. Mon père a parlé avec lassitude. Adriane a quitté la maison il y a quelques mois. Puis le processus juridique a commencé. Le divorce est déjà en cours, mais la question de la paternité reste compliquée. La maison à Monterrey était à son nom. Et pendant que tout est réglé, Valeria est venue ici pour quelques jours avec les enfants parce qu'elle n'a nulle part où loger de façon permanente et pas assez d'argent. Je ne sais pas ce que je vais faire, a dit Valeria. Je ne sais pas, j'ai regardé mes parents, puis les enfants. Ils continuaient à faire rouler les chariots sur le sol. Je me suis sentie triste pour eux. Ils n'étaient responsables de rien. Et de quoi ont-ils besoin de moi, ai-je demandé. Mes parents se sont regardés avant de répondre. J'étais déjà familière avec cette pause. Valeria traverse quelque chose de très difficile, a commencé ma mère. Elle est déprimée. C'est très grave. Et nous pensons que dans ces circonstances, il serait bon que tu reportes le mariage. Je suis restée silencieuse. Juste reporter mon mariage pendant un certain temps, a dit mon père. Jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Pourquoi ferais-je cela? Parce que ta sœur divorce, a dit ma mère. Elle est détruite.
Te voir te marier en ce moment pourrait l'affecter davantage. Je l'ai regardé. J'ai ressenti la fatigue soudainement plus que la colère. Ils veulent que je reporte mon mariage parce que Valeria est contrariée par son divorce. Nous ne disons pas que tu dois l'annuler, a dit mon père. Juste changer la date ou le faire plus tard, a ajouté ma mère. Quand Valeria ira mieux. Valeria a essuyé son visage. Je ne vais pas bien, Regina. Je ne sais pas comment je vais m'asseoir là et faire semblant de pouvoir célébrer. Cela m'a rendu triste de la voir ainsi, non pas comme une victime innocente, mais comme quelqu'un qui pour la première fois ne pouvait pas tout réparer en pleurant. Même ainsi, cela ne signifiait pas que je devais tout porter à nouveau. Valeria, ce que tu traverses est très difficile, ai-je dit. Mais cela n'a pas commencé avec mon mariage. Elle a serré la bouche. Tu ne sais pas ce que je traversais. C'est possible. Mais je sais que tu as fait quelque chose de grave et maintenant tout le monde veut que je m'adapte à cela. Tu vois, a-t-elle dit à mes parents. Je ne compte pas pour lui. Je me suis levée. Toute la scène me ramenait à un endroit que je pensais avoir déjà quitté. Nous avons déjà vécu ça, maman. Avant, c'était ma carrière, maintenant c'est mon mariage. Le problème change, mais à la fin, il me demande toujours de me retirer. Elle simplifie tout, a dit ma mère. Non, j'essaie de comprendre pourquoi chaque fois que Valeria a des problèmes, ils finissent par me demander de céder. Nous ne te demandons pas de perdre, a répondu ma mère. Juste de comprendre que ta sœur ne va pas bien. Mon mariage est le mois prochain. Certaines personnes ont déjà demandé des jours de congé. Il a acheté des billets, il a réservé des dates. Nous avons déjà donné des avances. Les parents de Miguel organisent les choses. Il ne s'agit pas de déplacer un repas du dimanche. Ils comprendront si tu leur expliques, a dit mon père. Je n'ai pas répondu. Je ne vais pas déplacer mon mariage. Je me marie le mois prochain comme prévu. Mais Valeria est ta sœur, a insisté ma mère, et je suis sa fille. Mais vous ne vous en souciez que lorsque vous avez besoin que je fasse quelque chose. Le visage de mon père s'est durci comme cette nuit-là. Si tu décides de faire ça comme ça, ne t'attends pas à ce que nous venions. Je l'ai regardé sans bouger. Alors, n'y allez pas, ai-je dit. Honnêtement, je ne veux pas qu'ils soient là s'ils vont me voir comme la coupable. Valeria a ouvert les yeux, offensée. Ma mère s'est figée. Je ne veux pas arriver à mon mariage en ayant l'impression de devoir m'excuser d'aller bien, ai-je continué. J'en ai assez. Regina, réfléchis à ce que tu dis, a dit ma mère. J'y pense depuis des années. Je ne veux pas continuer à venir ici juste pour qu'on me demande de céder. J'ai attrapé mon sac et me suis dirigée vers la porte. Regina, a crié ma mère derrière moi. Je ne me suis pas retournée. J'ai fermé la porte et je suis sortie dans la rue, le cœur battant. Cette fois, je n'ai pas pleuré, pas à ce moment-là. Ça a fait moins mal que ce à quoi je m'attendais, peut-être parce que ce n'était plus une surprise. J'ai réalisé que même s'il le disait différemment maintenant, il me mettait à la même place. Miguel m'attendait à l'appartement à mon retour. Je lui ai tout raconté, Valeria, Adriane, les preuves, les avocats et la demande de reporter le mariage. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un instant. Ce qu'ils t'ont demandé n'est pas juste, a-t-il dit. Et tu n'as pas à porter ce fardeau. Je leur ai dit de ne pas y aller. Tu as fait ce qu'il fallait. Nous n'avons pas besoin de ça. Ce jour-là, il m'a serré dans la cuisine à côté de la table pleine d'enveloppes à moitié écrites. C'est là que j'ai pleuré. Pas à cause du mariage, pas à cause de Valeria. J'ai pleuré parce que j'avais recommencé à croire que mes parents pouvaient me voir sans rien demander en retour. Le mariage était petit, calme, avec des gens qui voulaient vraiment être avec nous. Les parents de Miguel, ses frères et sœurs et ses grands-parents étaient là. Mon oncle Javier m'a accompagné dans l'allée. Il y avait aussi quelques cousins qui savaient depuis des années que mes parents n'avaient jamais été justes avec moi. Quelques personnes ont posé des questions sur mes parents et Valeria. J'ai simplement répondu qu'ils ne pouvaient pas y assister en raison de problèmes familiaux. Presque personne n'a insisté.
Ceux qui connaissaient un peu l'histoire n'avaient pas besoin de détails. Pendant la cérémonie, alors que je marchais bras dessus bras dessous avec mon oncle, j'ai pensé que cela ferait mal de voir les chaises où mes parents auraient dû être, et cela a fait un peu mal, mais cela aurait fait plus mal de les avoir là. Me regarder comme si mon bonheur était inconsidéré. Miguel m'attendait devant, nerveux et souriant. Quand je l'ai vu, tout le reste a semblé plus petit. Ensuite, il y a eu de la nourriture, de la musique, des câlins et des photos dans le jardin. Il a plu pendant un moment dans l'après-midi et ils nous ont emmenés sous la bâche. Tout ne s'est pas passé comme prévu, mais nous nous en souvenons avec tendresse. Le lendemain, j'ai mis quelques photos sur Facebook et Instagram. Rien d'exagéré. Quelques photos de la cérémonie, de la nourriture, Miguel et moi souriant, le jardin, mon oncle me serrant dans ses bras. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai vu que ma mère avait rempli mes publications de commentaires longs et agressifs. Elle disait que je faisais étalage de mon bonheur pour blesser Valeria, que j'étais égoïste, que ma sœur allait plus mal à cause de mon besoin d'être le centre d'attention. Puis elle a écrit qu'elle allait voir ce qui pouvait être fait légalement, comme si mes photos de mariage étaient une attaque contre Valeria. J'ai tout lu pendant que Miguel faisait du café. Les gens commençaient déjà à répondre, demandant ce qui se passait. Une cousine a écrit que ce n'était pas juste de faire ça à mes photos. Un ami de Miguel a dit que ce n'était pas l'endroit pour se disputer. Je n'ai pas répondu, je ne me suis pas défendu, je n'ai pas expliqué, je ne me suis pas connecté, j'ai supprimé les commentaires, j'ai bloqué ma mère sur tous mes réseaux sociaux, puis j'ai bloqué mon père et Valeria, j'ai laissé mon téléphone face contre table et j'ai continué ma journée. C'était il y a 1 an. Je ne sais pas comment vont mes parents. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Valeria et pour être honnête, je n'ai pas voulu le savoir. Parfois, un membre de ma famille essaie de me dire quelque chose, mais je change de sujet. Je ne pense pas que ce soit de la haine. Je pense que je suis fatiguée. Savoir des choses sur eux me laisse presque toujours apporter des émotions qui ne sont pas les miennes. Miguel et moi cherchons des maisons. Rien de grand, rien de parfait, juste un endroit où nous pouvons commencer en paix. Nous avons aussi parlé d'avoir des enfants plus tard. Quand j'y pense, tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas répéter ce que j'ai vécu. Je veux qu'ils ne grandissent pas en mesurant constamment chacun de leurs gestes pour éviter de contrarier les autres si nous avons un jour des enfants. Parfois, je me demande encore si mes parents penseront à moi, s'ils reconnaîtront un jour tout ce qu'ils ont perdu en choisissant Valeria encore et encore. Mais je ne vis plus en attendant cette réponse. C'est ainsi que j'ai pu continuer.